Monsieur, dames, merci de nous rester fidèles. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de l'Assemblée générale de l'Association des syndicats des acteurs en faveur de l'éducation pour tous, ASSO-EPT Niger. Objectif, voir les voies et moyens pour un renouvellement des textes de l'association. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement secondaire. Précision, Rachida Issaka, Ablanoussa. Conformément à l'article 18 prévu dans ces dispositions statutaires, la présente Assemblée générale de l'Association des syndicats et ONG en faveur de l'éducation pour tous, ASSO-EPT Niger, intervient dans un contexte où le système éducatif nigérien fait face à plusieurs défis. Malgré les efforts considérables en matière de politique éducative déployés par l'État du Niger, appuyé par ses partenaires, le Niger reste l'un des pays où les performances sont nuancées. ASSO-EPT Niger, contrairement à certaines organisations de la société civile, depuis sa création, s'est donné comme ligne de conduite d'appuyer l'État et ce conformément aux déclarations des Jobsiens, de Dakar, de Kigali et de Séoul dans la mise en œuvre des politiques éducatives. Aussi, dans le cadre de sa mission, elle a essayé à chaque fois qu'elle agit argumenter ses prises de position par des preuves scientifiques recueillies à travers des recherches, études, analyses et rapports alternatifs. Dans son mot d'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur a salué le dynamisme de la coalition ASSO-EPT Niger tout en réitérant sa disponibilité à acheminer ensemble pour la cause d'une éducation gratuite de qualité et inclusive pour tous les enfants nigériens. Au niveau du gouvernement, nous estimons que la dynamique dans laquelle vous êtes engagés est la preuve d'un souci permanent pour une organisation ou une coalition de la société civile de rester en phase avec l'évolution du moment et de rester aussi en phase avec les conjonctures et surtout les circonstances aujourd'hui qui nous imposent de nous adapter par rapport à tous les changements dans notre environnement. Et le seul sacrifice que le gouvernement demande aux organisations de la société civile, Monsieur le Président, c'est l'investissement des enseignantes et enseignants aux côtés des élèves. La permanence des activités enseignement-apprentissage dans nos salles de classe. Des pays très attentionnés, même en situation de guerre, chaotique. Œuvrant aux côtés de l'État dans sa mise en œuvre des politiques éducatives, l'ASSO-EPT Niger a à son actif mené plusieurs actions, dont entre autres les différentes campagnes de mobilisation en faveur de l'éducation pour tous, les caravanes d'information et de sensibilisation sur l'éducation, les activités de plaidoyer et lobbying à l'occasion de la commémoration de certaines dates clés. Oui, quittons Niamey pour Zender où il y a eu l'ouverture ce matin d'un atelier de formation des points focaux sur la mise en place démocratique de l'association des parents de la précision Nasserissa. Cérémonie inaugurale par le secrétaire général de la région de Zender, M. Mamaharou, en présence du président du conseil de ville, du coordinateur national du COGES, de l'enseignement secondaire et des membres de COGES venus de régions de Maradi et de Zender. Cette formation qui durera 2 jours a pour thème central la formation des formateurs sur le rôle des attributions et la mise en place démocratique des associations des parents et le COGES. Pour le coordinateur national chargé de COGES au niveau des collèges, M. Garba Insa, cette rencontre permettra aux participants d'échanger et de raviver leurs connaissances sur la politique de gestion décentralisée des établissements scolaires à travers le COGES. Le ministre de l'enseignement secondaire s'est engagé personnellement dans ce vaste programme d'amélioration de la performance du système éducatif, notamment par la voie de la gestion décentralisée des établissements scolaires à travers la participation communautaire. Aussi, m'a-t-il chargé de vous transmettre qu'avec l'accompagnement indispensable des autorités régionales que vous êtes, nous parviendrons certainement à relever le défi de la transparence dans la gestion des COGES. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de la région de Zender, M. Mamaharou, a déclaré que le cycle secondaire occupe aujourd'hui une place importante dans l'ensemble de la stratégie sectorielle de l'éducation au Niger. Il a insisté sur le rôle des participants à cet atelier qui consiste à coordonner les actions de sensibilisation, l'information en vue de promouvoir la participation et la responsabilisation des communautés dans la politique de la gestion des établissements secondaires.
Retour à Niamey pour noter la cérémonie d'intronisation ce matin du nouveau chef des handicapés locomoteurs. Les festivités se sont déroulées à Kwartagui en présence de plusieurs invités, dont le chef du village de ce quartier. Précision. Abdou Zada, dit Kadri, est le tout nouveau chef des handicapés locomoteurs qui a été intronisé le samedi 15 octobre 2016 au cours d'une cérémonie grandiose. Parents, amis et connaissances et l'ensemble des handicapés se sont convergés pour la circonstance. Un des invités nous fait découvrir le tout nouveau chef investi. Kadri, c'est vraiment une personne qui a un grand cœur. Avec Kadri, on a travaillé avec beaucoup de structures dans le cadre de la réinsertion des jeunes. J'ai positionné au moins 20 jeunes que Kadri a encadrés en métier de cure. Du centre de son vivant, le défunt chef, et Serki qui est décédé, c'est Kadri qu'il mettait dans toutes les activités. De telle sorte que toutes les requêtes qu'on faisait au nom du service social et au nom des handicapés, c'est vraiment lui qui suivait ces requêtes-là. Même en cas de conflit, certes non violent, entre les différentes communautés, parce qu'il y a 4 communautés, les lépreux, les aveugles, les handicapés locomoteurs et les sourds. C'est vraiment le médiateur et c'est la personne qui catalyse, qui vraiment met l'eau, n'est-ce pas, et dans le différent qui arrive. Abdou Zadadi Kadri était le second de son prédécesseur décédé il y a quelques mois. Donc, selon bon nombre d'observateurs, il a la qualité et le savoir-faire pour conduire les handicapés locomoteurs. Je pense que les handicapés ont vu juste pour avoir choisi Kadri pour 2 motifs. Le premier motif, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et le deuxième motif, c'est vraiment quelqu'un qui œuvre pour la paix. Je connais Kadri, il a des potentialités. Notons que la cérémonie s'est déroulée sans la présence du maire ou d'un représentant de la commune Niamey 2. Autre aspect de cette édition, les membres du bureau de la Maison de la Presse ont organisé dans la matinée d'aujourd'hui une séance de salubrité dans les locaux de la dite Maison des journalistes nigériens. Le but, rendre propre l'endroit. D'autres précisions, Émilie Mohamedou Blemoussa. C'est sur l'initiative du bureau actuel de la Maison de la Presse que cette séance de salubrité a été organisée en vue de créer un cadre de travail agréable pour les journalistes. Le but de cette activité, c'est de reprendre le restaurant, mais aussi rendre le cadre plus salubre et plus accueillant. Comme vous l'avez constaté durant des mois ou bien durant des années, le cadre Maison de la Presse, l'espace Maison de la Presse est devenu insalubre et envahi par des herbes qui n'ont aucune place ici. Il faut rendre la place salubre. Ainsi, cette activité a été précédée par la rénovation et l'équipement de la grande salle de cet endroit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train d'aménager la grande salle. On est en train de changer les rideaux, les chaises, mais aussi d'installer d'autres équipements au niveau de la grande salle. Cette opération de désherbage et de salubrité donnera un nouveau visage au local de la Maison de la Presse nigérienne. Dans les prochains jours, ça sera le tour du restaurant et toilettes de ces cadres de presse qui seront réhabilités. Les travailleurs de la section Sinatrap Saint-Pissi, Niamey, ont rendu public ce matin une déclaration qui est relative à la situation des Nigériens qui travaillent au niveau de cette société. Suivons la teneur de cette déclaration. Nous informons et prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que les travailleurs nigériens de la CNPC-NP, à travers les délégués du personnel, ont déposé une plateforme revendicative en date du 1er septembre 2016 dont la teneur suit. Le départ sans condition du président directeur général de la CNPC pour les raisons suivantes. Dépassement en outrance de la durée légale de l'expatriation conformément au Code du travail du Niger. Discrimination dans le travail. Que les rapports sociaux entre employés nigériens et expatriés chinois d'une part et d'autre part entre les employés nigériens eux-mêmes. Intimidation et menaces proférées aux employés en violation flagrante de l'article 44 du Code du travail en vigueur au Niger. L'adoption du statut du personnel et de la révision pure et simple du règlement intérieur. L'élaboration d'une grille salariale répondant aux normes internationales des sociétés pétrolières, tout en sachant qu'à travail égal, salaire égal,
avec les expatriés, exception faite de la prime d'expatriation. La nigérianisation des postes. En effet, beaucoup de postes occupés par les expatriés actuellement peuvent être valablement tenus par les Nigériens. À la surprise générale, le SG du ministère en charge du pétrole nous a saisi le 27 septembre 2016 pour un arbitrage controversé le 28 septembre 2016 visant à remettre en cause le PV de conciliation signé le 16 septembre 2016. Malgré la tentative de diversion d'un haut responsable de la Direction générale des hydrocarbures et le sursis d'une semaine accordé au ministère de l'énergie et du pétrole pour l'ouverture des négociations, mais en vain. Ces attitudes, pour le moins inacceptables de la part de la CNPC-NP, du ministère en charge du pétrole et de l'inspection du travail de la région de Niamey, nous mettent dans l'obligation de porter à votre connaissance les frustrations des travailleurs nigériens de la CNPC-NP. Cependant, nous restons ouverts au dialogue franc et sincère pour des solutions négociables et durables. Vive les travailleurs de la CNPC-NP, vive le SINATRAP, vive la CGSL Niger, nous vous remercions. Pour suite, comme vous le savez, aux États-Unis d'Amérique de la campagne présidentielle, une campagne que nous décrit ici l'honorable député Murtala Hamada, qui a eu d'ailleurs à produire plusieurs articles sur la campagne des États-Unis. Précision. Vous le savez très bien, il y a plusieurs étapes au niveau du système électoral américain. Il faut nécessairement revenir sur le système et le processus avant de parler de débat face à face. C'est-à-dire que c'est un système peu connu d'abord par les Américains, et beaucoup des Américains ignorent le système. Parce que c'est un système qui, les Américains ne lisent pas leur président au suffrage universel direct, mais c'est au suffrage universel indirect. Cela veut dire qu'il y a de grands électeurs et le scrutin majoritaire. Donc c'est les deux scrutins-là qui élisent le président aux États-Unis, et les grands électeurs sont composés, ils sont au nombre de 538. Donc dans les 538, il y a 100 sénateurs, parce que qui viennent de 50 États, parce que chaque État a 2 sénateurs, donc propose 2 sénateurs au niveau des grands électeurs, ce qui fait 100, plus 435 délégués des chambres communément appelés les députés. Donc à cela s'ajoute donc aux amendements qui a été intervenu en 1964, donc 3 grands électeurs du district de Columbia. Donc ce qui fait que quand vous regardez 538 grands électeurs qui élient effectivement le président américain. Donc à côté de ça, c'est un processus très long et complexe, parce qu'il y a les élections primaires, d'abord à l'interne au sein de partis politiques, et il y a la convention, parce que la convention en réalité c'est ce qui sanctionne, donc l'investir, en réalité c'est une sorte d'investir le président, et effectivement il y a le vote populaire et le vote électoral. Parce que le vote populaire c'est quoi? C'est les électeurs qui, dans chaque État, ils se réunissent pour effectivement désigner les grands électeurs. Et ça, c'est extrêmement important aux États-Unis. Et ce vote donc populaire, après ça, il y a le vote électoral. Maintenant, dès qu'il y a ça, maintenant les listes qui ont été votées donc, par les grands électeurs est scellées, certifiées, envoyées au président du Sénat. Donc le président du Sénat, c'est au mois de janvier, le 6 janvier, c'est en ce temps-là qu'il ouvre ça. De regarder maintenant si parmi les présidents, il y a celui qui a la majorité absolue, c'est 270, donc il remporte les élections. S'il n'y a pas un de candidats qui a la majorité absolue, donc on renvoie la liste de 3 qui sont en tête au niveau de la Chambre, donc de 435 délégués qui sont à la Chambre. Maintenant, c'est eux qui désignent le président. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, après l'adoption du projet de la nouvelle constitution par l'Assemblée nationale, la campagne pour le référendum est du 22 au 29 octobre 2016. D'ores et déjà, l'opposition menace de boycotter le scrutin. L'opposition ivoirienne va boycotter le référendum du 30 octobre sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara, estimant ce vendredi qu'il s'agit d'un projet rétrograde, démagogique
et monarchique. La nouvelle constitution prévoit la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président de la République et d'un Sénat dont le tiers des membres sont nommés par le président de la République, ainsi que l'institutionnalisation de la Chambre des rois et des chefs traditionnels ou une extension des compétences du Conseil économique et social avec l'ajout de compétences en matière culturelle et environnementale. Ils ne sont pas concernés. On nous a ignoré, on a ignoré la procédure légale. Pourquoi est-ce que nous allons participer au finish à donner un vernis démocratique, à faire croire à l'opinion qu'il y a eu un débat, que toutes les forces politiques ont participé, alors que nous savons que les dés sont pipés. Quand on n'est pas concerné, c'est-à-dire on demande à nos compatriotes de ne pas aller au vote. Voilà, de ne pas aller au vote. Donc de vaquer à leurs occupations. Maintenant, vous pouvez utiliser le terme que vous voulez pour désigner cela, mais je suis plus explicite puisque je dis exactement parce que le boycott peut certains qui ne sont pas très forts en français peuvent ne pas comprendre le terme boycott. Pour le président Alassane Ouattara, ce projet tournera définitivement la page des crises successives qui ont secoué ce pays et en finir avec l'ivoirité qui a empoisonné ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant plus d'une décennie. Le projet clarifie notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République et supprime la limite d'âge pour se présenter aux élections présidentielles. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise politico-militaire marquée par des partitions entre le Nord et le Sud. Cette période troublée a culminé avec la crise post-électorale de 2010-2011. Provoqué par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara. Les violences avaient fait plus de 3000 morts. Et pendant ce temps, au Sénégal, malgré l'interdiction de la marche par les autorités sénégalaises, l'opposition et la société civile étaient sortis hier vendredi dans les rues de Dakar pour exiger la transparence dans la gestion du gisement de gaz et du pétrole. À peine entamée ce vendredi à Dakar, la marche de l'opposition sénégalaise a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Il y a un manque de liberté, il y a un manque de démocratie dans ce pays-là. Tout le monde, tous les démocrates sont empêchés de marcher, tous les démocrates sont empêchés de se réunir. Et c'est contre ça qu'il faut dire non. Je suis fier de l'opposition sénégalaise, je suis fier du peuple sénégalais. Mais ce que le gouvernement fait aujourd'hui, il ne faut pas que le gouvernement pense que nous n'allons pas revenir. Nous allons revenir pour continuer à nous battre pour libérer ce pays. Ça prouve à la face du monde qu'il ne veut pas qu'on parle de ce dont il faut parler, c'est la gestion du gaz et du pétrole dans ce pays-là. Il y a une société nébuleuse, obscure, qui s'appelle Timis Corporation, qui a 30% de nos gaz que personne ne connaît. Nous leur demandons de nous dire quels sont les actionnaires de Timis Corporation, qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter 30% de notre gaz. L'opposition sénégalaise dénonce en effet l'implication de Aliou Sall, le frère cadet du chef de l'État, dans le domaine des hydrocarbures au Sénégal. Aliou Sall était en effet administrateur de la filiale sénégalaise de la société Petrotim, qui a un contrat d'exploitation du gaz au Sénégal. Jeudi, il a annoncé sa démission de ce poste. L'opposition a toutefois maintenu sa marche ce vendredi visant à défendre les libertés et réclamer une grande transparence dans la gestion des gisements de gaz et de pétrole découverts au Sénégal. Les manifestants se disent déterminés à lutter contre ce qu'ils appellent les dérives dictatoriales du régime de Macky Sall. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Le programme se poursuit. Au revoir.